Donc, ce que nous disent les études épidémiologiques, on pourra aussi mettre entre parenthèses ce qu'elles ne nous disent pas encore, ou ce qu'elles ne nous diront jamais, mais c'est effectivement un sujet important. C'est un sujet important même pour celui qui n'est pas engagé professionnellement dans cette dimension-là, car je crois que ça ne vous a pas échappé que la une des journaux est très, très, très régulièrement sur cette thématique. Le côté justement très controversé se retrouve aussi dans la terminologie. Donc c'est vrai que le terme pesticide est très fort, si on y réfléchit, puisqu'il y a des connotations de nuisible ou de peste dans la première partie du mot et de mort dans la deuxième partie. Donc c'est aussi quelque chose qui peut interpeller fortement. Par rapport à ça, je vous ai mis une petite citation pour dire que le choix des mots est évidemment une affaire sérieuse, qui signale toujours une certaine forme d'adoption ou au contraire de refus des choses, d'intelligence ou de mésintelligence de la réalité. Alors je pense que si on a beaucoup de débats autour de ça, c'est qu'il y a des difficultés parfois à accepter que le terme pesticide effectivement recouvre des molécules qui sont faites pour tuer. Tuer évidemment pas nécessairement en première intention l'homme, mais les nuisibles pour lesquels ils ont été mis sur le marché, et que c'est une réalité qu'il faut évidemment accepter d'emblée. Il n'y a donc pas que le terme pesticide qui est utilisé pour désigner ces substances. On a des définitions réglementaires qui sont propres à l'Europe, et je ne sais pas de quelle manière elles coïncident avec celles que vous avez ici au Canada, qui définissent en fait d'autres sous-catégories, comme les produits phytopharmaceutiques qui sont ceux à usage agricole, ou les biocides qui sont pour les usages non agricoles, les produits vétérinaires, et puis enfin certains pesticides qui sont aussi des médicaments pour l'homme, notamment contre les poux ou contre la gale. Donc ces différentes définitions qui sont effectivement réglementaires compliquent aussi un peu le débat, puisque la réglementation n'a pas été conçue forcément avec de la même façon et dans les mêmes temps pour les différents produits. Et néanmoins, les mêmes substances peuvent très bien se retrouver dans chacune de ces réglementations. Après, on a d'autres dénominations auxquelles il faut réfléchir, comme produits phytosanitaires, où on a gommé la mort, évidemment, et où on met la santé à la place, ou produits de santé des plantes, qui est aussi une dénomination encore un peu plus douce. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir qui utilise quoi. Alors moi, je vais utiliser pesticides, non pas pour faire peur, mais parce que c'est quand même le terme qui, sur le plan scientifique, est aujourd'hui le plus utilisé, le plus générique, qui justement ne rentre pas dans ces dénominations de sous-groupes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport aux usages. Alors repositionner aussi que c'est difficile de parler de pesticides et de santé de façon globale, malgré tout, compte tenu de l'ensemble que cela représente, qui est très inhomogène. On pense tout de suite aux herbicides, fongicides, insecticides en grande catégorie, mais sous ces grandes dénominations, il y a une centaine de familles chimiques différentes, à peu près 1 millier de substances actives et 10 000 spécialités commerciales. Et bien sûr, il n'y a pas grand-chose à voir entre la bouillie bordelaise ou les sbiotrines en termes de structure chimique. Donc ça, évidemment, ça a aussi une implication par rapport aux effets potentiels sur la santé. Non pas forcément que les molécules les plus simples sont les moins dangereuses, mais que bien sûr, on imagine que les cibles ne vont pas de la même manière être atteintes par ces différentes molécules. Alors j'ai ajouté aussi en bas des exemples de modes d'action très différents de ces substances sur le plan agronomique. Par exemple, des inhibitions enzymatiques, des actions sur la respiration cellulaire, sur la synthèse des acides nucléiques ou des protéines, sur la mitose de la division cellulaire, sur la synthèse des lipides, puis même des substances pour lesquelles on ne connaît pas les modes d'action. Et tout cela démontre la complexité qu'il y a ensuite à inférer sur les effets sur la santé humaine. Alors juste, je repositionne, on va parler plutôt de pesticides en milieu agricole aujourd'hui, mais bien sûr, c'est aussi une question qui est présente pour l'environnement général, pour la population générale, soit par les résidus présents dans l'alimentation, soit pour les personnes qui habitent à proximité de zones traitées, soit par les utilisations domestiques dans le cadre de la maison pour le traitement du bois, des insectes, des animaux, ou encore dans son jardin ou son potager. Donc c'est des questions qui évidemment touchent l'ensemble de la population. Et quand les grands titres sortent, comme je vous ai montré dans les journaux, ils interpellent la population générale dans son ensemble. Et c'est certainement par là qu'il y a le plus d'ailleurs de leviers pour obtenir des avancées aujourd'hui, même si c'est peut-être pas les expositions les plus importantes en termes de niveau. Alors aussi, on va donc se focaliser sur l'agriculture, mais je pense que c'est important de garder à l'esprit que ce n'est pas le seul secteur professionnel pour lequel des questions se posent par rapport aux expositions aux pesticides, et que ça représente aussi beaucoup de monde par ailleurs, dans les espaces verts, le traitement des voiries, des voies SNCF, qu'il n'y ait pas d'herbe sur les voies de transport, tout ce qui est traitement du bois, l'hygiène publique. Donc c'est beaucoup d'autres professionnels également qui sont soumis à tout ou partie de ces substances. L'agriculture est évidemment un contexte particulier par rapport à l'utilisation des substances et par rapport à la santé en général. Donc je mets les pesticides, mais je tiens aussi à ce qu'on garde à l'esprit que quand on s'intéresse à la santé des agriculteurs, il faut prendre en compte qu'il y a d'autres expositions dans leur environnement professionnel qui peut aussi expliquer
une certaine partie des effets de santé. Donc je les ai cités ici, et il pourrait y en avoir d'autres, mais que ce soit les émissions de polluants par les tracteurs, l'essence, le fioul, les solvants, les poussières organiques, inorganiques, les zoonoses éventuellement, ou encore les ultraviolets, tout cela interfère avec la santé et en parallèle, évidemment, des expositions aux pesticides. Donc il ne faut pas trop de raccourcis non plus. C'est clair que la santé des agriculteurs, ce n'est pas uniquement les effets des pesticides. Alors quels effets de santé ont été regardés et pour lesquels on a finalement une documentation d'effets potentiels? On peut déjà séparer les troubles aigus, qui vont être des effets qui surviennent quelques jours ou quelques heures après avoir manipulé ou avoir été exposé à un produit, qui sont donc généralement plutôt des symptômes, qui sont relevés par des structures, alors je ne sais pas ici, donc il y a des choses des fois qu'il faudra traduire dans votre contexte local, comme les centres antipoison. On a un réseau de toxicovigilance en agriculture qui s'appelle maintenant Phytatitude par la Mutualité sociale agricole, qui ont donc essayé d'approcher ces effets aigus et d'avoir une certaine description de ce qui se produit à court terme quand on utilise ces substances. Et à côté de cela, il y a un ensemble d'autres effets de santé qui sont documentés, qui sont des effets à plus long terme. Donc c'est des choses qui vont des effets qui vont se manifester quelques semaines, mois et surtout éventuellement plusieurs années après avoir été exposé à ces substances. Alors qu'est-ce qu'on a là dans ces effets-là? On a donc les cancers. Vous voyez que ça représente à peu près, on va dire, un tiers des publications, ce qui ne veut pas dire que c'est un tiers des effets, mais c'est pour dire que c'est quand même quelque chose qui est relativement important dans le paysage de la littérature scientifique sur ce sujet, avec un certain nombre de cancers sur lesquels je vais revenir plus particulièrement, des troubles de la reproduction, des maladies neurologiques, mais aussi, à côté de ces trois grands ensembles, des effets respiratoires, des problèmes de type endocrinien ou des troubles immunologiques qui ont été donc documentés. Et je pourrais mettre quelques points de suspension, car tout ça ne fait pas effectivement 100%. Il y a encore d'autres effets, même cardiovasculaires, qui ont pu être explorés. Donc les intoxications aiguës, d'abord, on connaît un certain nombre de ces effets à court terme au travers de ce qui est testé dans le cas de l'homologation des substances. Alors, sauf que je mets quand même un bémol assez important, c'est que ce sont des tests qui sont faits chez l'animal, mais on peut, juste après l'application d'une substance, on peut documenter les effets qui surviennent sur les organismes vivants. Il y a aussi d'autres circonstances qui sont plus on va dire en grandeur nature, qui sont des circonstances d'empoisonnement, d'intoxication collective, de tentatives de suicide ou d'accidents professionnels, où des gens vont être soumis à des quantités inhabituelles de substances et manifester à très court terme des effets de santé. Ce qu'on ne sait pas, par contre, aujourd'hui, c'est le nombre exact de ces effets-là. Ceux qui sont très parlants, qui sont pris en charge dans les structures médicales, sont relativement codifiés. En revanche, il y a tous ces effets moins parlants qui vont être des maux de tête, des irritations cutanées, des problèmes respiratoires, que les gens vont effectivement authentifier au moment où ils font les traitements, mais pour lesquels ils ne vont pas nécessairement aller consulter un médecin. Alors un souci quand même que je signale, c'est comment avoir une certaine pharmacovigilance, un certain suivi des effets de ces substances une fois qu'elles sont mises sur le marché. Il y a eu plusieurs tentatives, il y a des choses qui existent, mais qui sont encore imparfaites et sur lesquelles il y a des progrès et des marges de manœuvre qui sont clairement identifiées, sur lesquelles je pense que dans les prochaines années, la structuration sera un peu plus évidente que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont voulu s'intéresser à ça et qui regardent des petits bouts de la question et finalement on n'a pas une vision claire et on n'est pas sûr qu'on serait capable de faire une alerte si une substance particulièrement préoccupante venait à entraîner des effets aigus. Alors j'en viens aux effets chroniques et je vais commencer par les cancers qui sont effectivement souvent au centre des préoccupations par rapport aux pesticides. Pour vous dresser tout d'abord un paysage un peu global de cette question des cancers en agriculture, basé sur deux méta-analyses. Les méta-analyses, c'est quand on groupe en fait des résultats d'études épidémiologiques pour essayer de calculer un risque combiné. Donc il y a tout un paquet d'études et on veut résumer ça par un indicateur pour savoir s'il y a des excès de maladies ou ici de cancer par rapport à un groupe de comparaison, ici la population générale, ou si les choses ne sont pas de cette façon-là. Alors, vous avez en haut, les deux premières barres, il y a deux barres à chaque fois pour représenter deux méta-analyses que je viens de vous expliquer. Une qui a été faite par Aquavela, c'est Aquavela qui dépendait de Monsanto, et la deuxième par Aaron Blair du National Cancer Institute, qui est donc a priori un organisme indépendant. Et donc ces deux personnes n'ont pas les mêmes tendances, donc on pourrait se dire si on voit des tendances différentes, ça peut relativiser dans un sens ou dans l'autre les résultats. Vous voyez que les barres sont toujours très, très concordantes, donc ça prouve qu'il y a quand même une certaine on va dire robustesse aux résultats que je vous présente, qui sont un peu anciens aujourd'hui, mais le paysage n'a pas changé du point de vue global. Donc quand on regarde tout cancer ensemble,
Vous voyez le chiffre moins 16%, moins 11% montre qu'en fait, globalement, il y a moins de cancers en population agricole que dans la population générale, ce qui est une bonne nouvelle. On aimerait avoir que des bonnes nouvelles et s'arrêter là, mais ça ne sera pas possible. Simplement, globalement, il y a moins de cancers. Une explication tient dans les lignes qui suivent. Vous voyez que poumons, œsophage, vessie, on a des diminutions très importantes, beaucoup plus importantes que ce que je viens de vous dire encore. On va jusqu'à moins 35% pour le cancer du poumon, tout simplement parce que les agriculteurs qui ont été étudiés par rapport à leur santé ont montré qu'ils étaient généralement moins fumeurs que la population générale. Or, on sait que le tabac, on parle de pesticides aujourd'hui, on a du mal à voir les risques. Le tabac, on n'a plus de problème. On sait que c'est un facteur majeur en termes de santé publique. Donc, une population qui fume moins va effectivement, pour un certain nombre de cancers importants et très fréquents, avoir globalement une meilleure santé que la population générale. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que pour certains cancers, vous voyez que les barres vont dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est des excès de risque par la population générale. Ces cancers sont ceux donc, qui sont listés dans le bas du diagramme. Vous voyez que c'est les cancers de la peau, l'estomac, le cerveau, la prostate, et puis les 4 dernières lignes correspondent à des cancers du sang, qui sont donc montrés en excès en population agricole, de façon répétée dans les études qui ont été menées. Donc ça, évidemment, ça a attiré l'attention parce qu'on n'avait pas d'explication simple sur ces excès de cancer, pour certains cancers spécifiques, en population agricole. Donc si on regarde par rapport notamment au cancer du sang, parce que c'est ceux qui sont aujourd'hui les plus mis en avant par rapport aux risques liés aux pesticides. Alors les cancers du sang, ce n'est pas une entité unique. Vous voyez que là j'en ai cité 4 types. Les lymphomes malins non hodgkiniens, qu'on résume en LMNH, les myélomes multiples, les leucémies, les maladies de Hodgkin. Donc il y a 4 types de cancers pour lesquels il y a eu vraiment des travaux nombreux et pour lesquels on a mis ensemble les données pour savoir s'il y avait un excès réel lié aux expositions aux pesticides. Vous voyez par exemple pour ce premier LMNH, lymphomes malins non hodgkinien, que l'excès, en fonction donc, des méta-analyses qui ont été faites, va de 3 à 98%. Donc presque un doublement de risque pour certaines des analyses, et un peu moins, certes, mais malgré tout, toujours des excès, quelle que soit finalement la façon d'analyser la littérature existante. Donc c'est quelque chose qui est relativement convaincant, même si ce n'est pas définitivement bouclé. Et vous voyez qu'ici, on a cité les molécules pour lesquelles, ou les familles pour lesquelles des risques sont mis en évidence sont assez divers. Donc il y a des organochlorés, les organophosphorés, les triazines, thio, dithio, carbamate, phénoxyherbicides, glyphosate, pyrétrinoïdes avec moins de certitude. Donc tout ça a été aujourd'hui relativement documenté et évidemment sujet de préoccupation. Pour les myélomes multiples, on a aussi des excès de risque relativement consistants, entre 9 et 39%. Les leucémies, c'est un petit peu moins parce que certaines méta-analyses ne mettent pas en évidence d'excès de risque. Et pour la maladie de Hodgkin, c'est un peu la même chose, c'est un peu moins fort. Mais pour les lymphomes malins non hodgkiniens et pour les myélomes multiples, on a aujourd'hui des méta-analyses qui vont vraiment toutes dans le même sens et qui sont assez solides, robustes. Alors qu'en est-il des autres cancers ? Alors les résultats que je vous montre aujourd'hui sont en fait des résultats qui proviennent d'un travail d'expertise collective de l'INSERM, donc l'Institut de recherche en France sur la santé, en 2013. Donc il a notamment expertisé les cancers hémato dont je viens de vous parler, mais aussi un certain nombre d'autres cancers, comme la prostate. Alors la prostate, contrairement au cancer du sang, c'est un cancer extrêmement fréquent, donc 125 pour 100 000 habitants chaque année. Et là, on a une littérature un peu moins abondante, malgré tout, qui montre des excès de risque modérés, entre 7 à 12% si on prend juste l'indicateur habité en zone rurale, et entre 12 et 28% si on vraiment regarde les utilisateurs professionnels de pesticides. Donc c'est aussi un sujet quand même de préoccupation certain, où on n'a pas encore tout démontré, mais qui montre des éléments dans le sens d'une association entre pesticides et cancer de la prostate. Pour les testicules, c'est beaucoup moins net. Pour le système nerveux central, on a également des excès de risque qui ont été montrés dans plusieurs études. Malheureusement, seules les études les plus récentes sont avec des indicateurs par rapport à l'exposition aux pesticides assez pertinents pour pouvoir avoir des conclusions. Et les mélanomes montrent également des excès de risque. Du coup, j'en viens directement au tableau de synthèse, qui est un exercice compliqué qui a été demandé donc, à ce groupe d'expertise collective de mettre un niveau de présomption par rapport à la réalité du lien entre pesticides et santé. Vous voyez que pour les lymphomes malins non hodgkiniens dont on a parlé tout à l'heure, on a mis 2 croix. Les leucémies, une seule. Maladie de Hodgkin, on a mis plus ou moins parce que le niveau est moins fort. Cancer de la prostate, on en a mis 2, je viens de vous le souligner aussi. Du testicule, c'est vraiment moins net. Tumeur cérébrale, c'est moins net. Et mélanome cutané également. Alors, il y a plein d'autres cancers qui ne sont pas listés ici. Alors, qu'en est-il ? Il y a une autre revue à laquelle vous pouvez vous référer, qui est intéressante, qui a été faite par l'EFSA, qui détaille bien sa méthode, de comment elle a sélectionné les articles, mais qui a quand même quelques limites. La première étant qu'elle
Elle ne traite des articles parus qu'entre 2006 et 2012. Donc c'est quand même à peu près, ça fait en fait à peu près un tiers de la littérature. Si on regarde sur les cancers, on a les 2 approches qui ont été réalisées. Et en fait, les conclusions sont assez limitées dans cette expertise parce que ils mettent en avant la multiplicité des tests. Chaque fois qu'on a un pesticide nouveau, ça fait un test de plus. Donc ils ont un peu limité leurs conclusions à cause de ça. Ils mettent aussi en avant que beaucoup des résultats proviennent de l'Agricultural Health Study, qui est une très vaste cohorte nord-américaine, mais les États-Unis, Iowa et Caroline du Nord, où finalement il y a eu beaucoup de production scientifique, mais ça tient tout sur la même population. Donc c'est un peu une limite aussi parce que finalement on ne peut pas forcément considérer qu'une seule étude va faire la réalité de la question. Et puis aussi, ils n'ont pas trop considéré l'étude cas témoin, ce que je trouve assez dommage, mais considérant que le niveau de preuve était moins important. Ce qui veut dire que sur toutes ces localisations de cancer, ils ont trouvé un nombre relativement limité d'articles, certainement beaucoup plus limité que la réalité, et ils ont plutôt conclu à on ne peut pas dire aujourd'hui, ce qui est dommage, mais peut-être qu'il faut reprendre à partir de là pour voir si on prend toute la littérature, il y a le même constat. J'en viens à ce que dit le CIRC sur les cancers liés aux pesticides, le Centre international de recherche sur le cancer. Donc il y a un premier élément qui est qu'ils sont classés en 2A, donc avec un niveau donc, de preuve relativement important, même si ce n'est pas des cancérogènes certains, l'exposition professionnelle aux insecticides non arsenicaux lors de leur application sur les champs. C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui est exposé aux insecticides non arsenicaux lors de l'épandage ou l'application lors de l'épandage de l'application, a effectivement, il peut y avoir un lien avec le cancer. Simplement, après, comme c'est très général, quand on descend au niveau des molécules, on a par contre là une difficulté, c'est que seulement 60 molécules ont pu être évaluées par le CIRC. Vous voyez que là, c'était vraiment une situation professionnelle large, de traiter avec des insecticides non arsenicaux. Quand on descend au niveau des molécules, on n'a plus qu'une 60aine qui ont pu être évaluées parce qu'on n'a pas de résultats scientifiques qui permettent de vraiment documenter molécule par molécule. Il y a simplement l'arsenic, qui est un pesticide, pour ceux qui ne sont pas familiers, qui a été beaucoup utilisé en arboriculture et en viticulture, aussi sur la pomme de terre, et qui effectivement est classé comme un cancérogène certain. Sinon, on a donc le 2A en probable, captafol et dibromure d'éthylène, et ensuite on a seulement des possibles, et beaucoup pour lesquels on ne peut pas classer. Donc c'est assez décevant, et ça montre surtout qu'aujourd'hui, on a trop peu de données scientifiques pour pouvoir faire des catégories définitive sur les substances. Je passe maintenant à l'aspect neurologique. Alors c'est d'actualité visiblement au Canada avec la question des abeilles, ça l'a été aussi en France, pour ça que je mets une petite abeille sur cette diapo, puisqu'effectivement on s'est beaucoup interrogé sur les diminutions des populations d'abeilles, avec beaucoup d'hypothèses qui ont été soulevées, mais parmi celles-ci, celles que les pesticides pourraient avoir un effet sur leur colonie. Alors pourquoi je le cite au niveau des maladies neurologiques? Parce qu'en réalité, un certain nombre de pesticides, d'insecticides ont été développés pour bloquer le système nerveux des insectes. C'est le cas des organophosphorés des carbamates avec l'inhibition de l'acétylcholinestérase. Donc c'est vraiment le mécanisme d'action même de ces insecticides. Il se trouve que ce mécanisme d'action, il est transposable à l'homme au sens où on fonctionne avec les mêmes enzymes que ces petits insectes et que effectivement les mêmes phénomènes peuvent se produire. Alors on est juste un petit peu plus gros que des insectes, donc forcément la dose n'est pas la même pour tuer un insecte pour tuer un homme, mais le mécanisme en soi est finalement très proche. Donc ça c'est bien caractérisé pour certaines substances, mais j'insiste sur le fait quand même que la neurotoxicité n'est peut-être pas expliquée non plus que par ce phénomène-là. Celui-là on le connaît bien, on sait qu'il existe, l'inhibition de l'acétylcholinestérase, mais il y a certainement beaucoup d'autres voies d'explication. Alors pourquoi aussi c'est quelque chose qui nous intéresse chez l'homme? Parce que dans les symptômes que les gens rapportent quand ils traitent avec des pesticides, il y a des symptômes généraux qui sont très évocateurs d'un impact neurologique, comme des maux de tête, des vertiges, des tremblements, de la fatigue, des troubles d'humeur, tout ça interpelle sur une action sur le système nerveux central. Et puis, par ailleurs, on peut avoir même des manifestations encore plus bruyantes dans les cas des intoxications aiguës massives, avec des convulsions, des troubles moteurs ou sensitifs ou des comas, qui sont là aussi des manifestations neurologiques. Et puis, dernier point, on sait qu'un certain nombre de ces substances, même beaucoup de ces substances, sont capables de passer la barrière qui existe entre le sang et le cerveau, et donc, finalement, de traverser vers le système nerveux central et éventuellement d'avoir un impact. Alors, quels effets neurologiques ont été regardés jusqu'à aujourd'hui ? Alors un premier bloc de ces effets neurologiques, c'est ce qu'on appelle les troubles neurocomportementaux.
Vous savez que pour traiter l'information par le cerveau, il faut que tout un tas de fonctions soient particulièrement valides, la mémoire, la concentration, l'attention, le langage, les capacités visuo-spatiales. Donc toutes ces fonctions doivent être au top si on veut traiter l'information de façon performante. Mais effectivement, cela suppose qu'il y ait intégrité des structures, mais aussi des enzymes qui permettent le fonctionnement. Et c'est sur ces plans-là qu'on soupçonne effectivement les pesticides d'interagir. Alors il y a aujourd'hui au moins une quarantaine d'études épidémiologiques qui ont traité cette question. Donc vous voyez, on n'est pas dans un terrain non exploré. Le problème, c'est souvent des études transversales. On regarde à un moment donné chez des personnes qui sont exposées et on se pose la question de est-ce qu'elles ont des performances effectivement intègres ou non, ce qui n'est pas une vision au cours du temps qui permet de bien documenter le lien entre les expositions et les effets. On a eu quand même des études qui ont regardé avant une saison de traitement, après une saison de traitement pour voir si la mémoire, si l'attention, le langage étaient modifiés. Et on a donc des cohortes qui ont suivi sur plusieurs années, voire sur des décennies, des personnes pour essayer d'identifier ces troubles. Alors ce qui apparaît assez clair, c'est que les personnes qui ont eu des intoxications aiguës à un moment, soit accidentelles, soit vraiment des expositions très importantes pour des raisons d'exposition professionnelle, ont des performances cognitives abaissées et de façon durable au cours du temps, donc lorsqu'elles ont été exposées à certaines substances. Ce qui est un peu moins clair, mais qui se confirme avec les études qui de plus en plus sont produites, c'est que des expositions chroniques, sans que les gens se soient plaints à un moment donné d'avoir été exposés de façon importante ou avoir eu des symptômes, entraînent aussi ce type de troubles avec des performances plus basses. Alors ils s'en plaignent pas forcément, hein. On peut avoir des petites diminutions de la mémoire, puis on met ça sur le compte de l'âge, mais à âge égal et à exposition par ailleurs égale à d'autres nuisances, il semble bien que les pesticides jouent un rôle. Ça a été vu aussi notamment dans des contextes où on utilisait fortement les insecticides, que ce soit le coton en Égypte, les fruits, les légumes, tout ce qui est aussi contexte de désinsectisation, comme le mouton ou le traitement des moustiques pour la malaria ou les termites. On utilise vraiment des doses d'insecticides relativement importantes, donc ça a été regardé de plus près aussi, peut-être pour ça qu'on l'a vu, mais en tout cas, dans ces secteurs-là, il semble bien se passer quelque chose. Les organophosphorés ont été les plus étudiés, puisque c'est une famille dont le mécanisme d'action est très clairement porté sur le système neurologique, les carbamates, mais on a vu aussi des associations avec d'autres familles, notamment des organochlorés, des pyrétrinoïdes et d'autres. Parmi les troubles neurologiques, il y a aussi la maladie de Parkinson, sur laquelle il y a eu beaucoup d'attention portée, et sur lesquelles les connaissances ont évolué de façon presque pédagogique au cours du temps, puisque c'était d'abord des rapports de cas, et notamment des rapports de cas par rapport à des personnes qui avaient été contaminées de manière fortuite par une substance qui s'appelle le MPTP. Donc ça, c'est en fait un contaminant de drogue, donc c'est des personnes qui s'étaient droguées avec une substance contaminée qui avaient développé une maladie de Parkinson. Donc c'est beaucoup interrogé sur cet aspect-là. Et on a constaté que le MPTP était une molécule très proche de certains herbicides, le paraquat et le diquat, d'un point de vue structurel, et qu'on pouvait reproduire des modèles de Parkinson en utilisant donc cette substance. Donc c'était vraiment quelque chose de quasi expérimental. Et on s'est à partir de ce moment-là posé des questions sur des effets au niveau écologique, au niveau des populations. On a donc regardé si les pays les plus utilisateurs ou les zones géographiques les plus utilisatrices de pesticides avaient plus fréquemment des personnes atteintes de maladie de Parkinson. Et ça a été retrouvé au Canada, en Israël et en Californie. Après, on est allé un peu plus loin en se disant oui, mais ça ne suffit pas de regarder au niveau des populations, il faut aussi se demander s'il n'y a pas d'autres facteurs au sein des populations qui expliqueraient ce constat. Donc on a à ce moment-là fait des études avec des données individuelles, notamment des études cas témoins, et on a eu de très nombreuses, et puis quelques cohortes. Quand on prend toutes ces études ensemble, donc on fait de nouveau une méta-analyse, comme je vous expliquais tout à l'heure, on calcule donc des risques combinés. Vous voyez qu'ici, par exemple, la première fois qu'on a fait cet exercice, on trouvait un risque de 1,85. Ça veut dire presque 2 fois plus de risque quand on a été exposé aux pesticides de développer une maladie de Parkinson. Ça a été mis à jour régulièrement. On a un peu redescendu le risque vers 1,62, 1,5, mais on est toujours quand même à 50% de plus, voire un doublement de risque de maladie de Parkinson chez les personnes qui ont été exposées aux pesticides d'un point de vue professionnel. Donc par rapport à la maladie de Parkinson, les conclusions actuelles, en fait, c'est de dire qu'il y a bien de façon cohérente entre les études des élévations de risques qui sont observées, qu'on n'est pas capable de dire le contexte agricole spécifique dans lequel ça se produit, qu'il n'y a pas de famille spécifique sur lesquelles on peut effectivement jeter complètement toutes les suspicions, qu'il y a certainement des facteurs génétiques qui interviennent, que certaines molécules malgré tout ont montré plus fréquemment des associations, et notamment quand elles étaient associées entre elles, qu'il y a probablement aussi le rôle d'une fenêtre dans la vie
d'exposition qui peut jouer un rôle, en particulier des interrogations par rapport aux expositions in utero. Pour dire que la maladie d'Alzheimer a aussi été regardée, qu'il y a beaucoup moins d'études, seulement 10, et que les cohortes allaient aussi vers un doublement de risque. La sclérose latérale amyotrophique a également été mise en avant. Pour vous dire qu'il y a d'autres préoccupations par rapport aux effets des pesticides sur la santé, notamment sur les maladies, certaines maladies pour l'enfant, donc des malformations congénitales, des morts fétales, neurodéveloppement, leucémie ou tumeur cérébrale. Donc on pourrait développer tout ça. Je ne vous dis pas juste ça pour faire une litanie de troubles. Il y en a avec des plus ou moins de force dans ce que je viens de citer, mais malgré tout, il y a de la documentation scientifique sur ces questions. Alors, je voulais quand même en venir sur des conclusions par rapport à tout ça pour dire qu'il y a quand même des connaissances qui restent incomplètes, avec des interprétations qui sont complexes sur ces domaines. Donc il y a des domaines qui sont mal renseignés encore, notamment les cancers rares. On a finalement assez peu de données aussi sur les pathologies respiratoires, sur les maladies immunologiques. Que c'est pas facile d'extrapoler ce qu'on a vu sur le milieu agricole à d'autres populations moins exposées ou exposées différemment, et notamment vers la population générale. C'est pas aussi direct que ça. Qu'il y a certainement des facteurs de vulnérabilité individuelle, peut-être des facteurs génétiques, peut-être aussi des personnes plus sensibles parce qu'elles sont plus âgées ou parce qu'elles ont été exposées plus jeunes. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles il peut y avoir des différences individuelles. Malgré toutes ces conclusions, ça n'empêche pas aujourd'hui, je pense, de mener des actions. Pour nous, ce qui est central en santé, c'est de progresser concernant la notion de l'exposition. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on n'a pas encore toutes les conclusions, c'est en grande partie parce qu'on a de grosses interrogations concernant la mesure de l'exposition dans les études de santé. Savoir quel est le niveau de contamination des individus en fonction des tâches qu'elles ont effectuées et quelles substances ont été réellement manipulées par ces personnes. Donc aujourd'hui, il faut développer de nouveaux outils pour mesurer les expositions. Je pense que c'est important d'avoir de nouvelles approches, mais aussi de les évaluer. Et ça peut être dans tous les domaines de mesure de l'exposition, aussi bien sur les biomarqueurs qu'on a cités tout à l'heure, mais les questionnaires épidémiologiques, les matrices emploi-exposition, les index divers qu'on peut créer pour caractériser les expositions des individus au cours de leur vie. Il faut penser aussi à envisager toutes les situations d'exposition. Je pense que c'est quelque chose qui a été oublié souvent dans le passé, pour toutes les populations qui sont potentiellement exposées, pas seulement l'agriculteur quand il traite, mais aussi sa famille quand elle revient dans les champs, mais aussi des expositions hors agriculture. Prendre en considération des fenêtres d'exposition, des moments où on est plus sensible dans la vie à certaines expositions, les vulnérabilités, comme je l'ai dit, et peut-être obtenir des données par matière active, mais ce n'est pas forcément une précipitation d'aller vers cette notion-là. Ce qui est important aussi, c'est de voir si dans certains contextes agricoles, il y a des besoins d'action plus ciblés. Juste une illustration pour dire combien c'est compliqué et combien on avance pas à pas. Ici, en viticulture, donc dans la région de Bordeaux, on a commencé par regarder les expositions lors des journées de traitement. Donc on a fait un certain nombre de mesures en champ. Et donc on a quantifié, peu importe, c'est plus pour l'illustration que pour la valeur elle-même, les valeurs des personnes exposées au niveau cutané lors d'une journée de traitement. Et puis ensuite on a regardé les gens qui reviennent dans les vignes après traitement. Et on n'attendait pas trouver des expositions de même niveau, mais on est à peu près sur le même ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'il faut revisiter la question des situations d'exposition. Et pour finir, on est allé jusqu'aux vendanges et on a vu que là, on était effectivement sur des expositions beaucoup plus faibles, mais néanmoins non nulles au moment des vendanges, alors qu'on est bien loin des opérations de traitement. Voilà, donc je conclurai pour dire que, comme ça a été dit en introduction, je pense que plus que jamais, c'est de la recherche pluridisciplinaire dont on a besoin pour la diversité des déterminants qui sont mis en jeu, qu'il s'agit d'une chaîne complexe, depuis le développement des molécules jusqu'à l'utilisation sur le terrain, qu'il faut se réinterroger à tous les niveaux, depuis la mise sur le marché, et notamment ne pas juste s'abriter derrière les modèles, mais réfléchir à comment l'homologation est donnée, mais jusqu'au dernier maillon, effectivement, voir où on peut progresser, à la fois sur la connaissance, mais aussi après sur les actions de terrain. Pour moi, je souscris, et je vois bien qu'on est dans cette démarche ici chez vous aussi, sur l'importance des données de terrain, produire de nouvelles données de terrain, documenter les situations d'exposition. Ça me paraît le seul moyen de développer une prévention qui soit utile aux populations. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, j'espère ne pas avoir été trop longue.